Parfait. Mais je te laisse aller, Marjolaine. Je te donne le micro. Alors, bonsoir, je me présente, Marjolaine Bédard, orthopédagogue. Ça fait à peu près plus d'une vingtaine d'années que je suis dans le milieu de l'enseignement. J'ai touché au milieu primaire. En ce moment, je suis orthopédagogue au milieu secondaire. Donc, ce soir, je vous fais une courte présentation sur des bonnes stratégies à adopter en fin d'année scolaire, particulièrement. Généralement, c'est plus difficile, les enfants sont plus ou les jeunes sont plus fatigués. Mais ces stratégies-là que je vous présente peuvent être mises en place tout au long de l'année, là. Ça peut être une belle routine à instaurer à la rentrée scolaire également. Donc, je vais vous partager mon écran. Donc, réussir sa fin d'année scolaire, stratégie et bonne pratique. Pour commencer, je vais vous parler du processus d'apprentissage, donc un peu comment le cerveau traite de nouvelles informations et en quoi la révision ou l'étude peut être bénéfique là, pour bien retenir l'information. Je vais vous donner certaines stratégies d'organisation. Certaines stratégies pour l'étude. Évidemment, je vais parler du soutien parental. On ne peut pas passer à côté, surtout quand notre enfant est au primaire. Donc, généralement, l'accompagnement est un peu plus intense qu'au secondaire. Toutefois, au secondaire, les ados doivent sentir que leurs parents les épaulent en cette période-là d'examen de fin d'année. Et bien sûr, l'hygiène de vie qui est vraiment pas à négliger sur différents aspects. Donc, je vais passer ces points-là. À la toute fin de la présentation, il y aura une période de questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à la fin de la présentation. Donc, pour commencer avec le processus d'apprentissage, comment le cerveau fonctionne, c'est lorsqu'il y a une nouvelle notion qui est apprise, il y a des nouvelles connexions entre les neurones qui se créent. À mesure que l'élève va se pratiquer, va réviser, va faire des exercices, ces connexions-là vont devenir plus fortes. Donc, au début des apprentissages, souvent, quand les élèves apprennent une nouvelle matière, vont dire, ah, je comprends pas. L'anxiété peut monter également. Mais plus on pratique, les enseignants ou les orthopédagogues réexpliquent, à ce moment-là, la connexion ou les connexions deviennent vraiment plus solides. Donc, il est vraiment important que la révision, que la répétition, puis je vais vous en parler après, là, c'est vraiment important pour que le cerveau retienne et pour que les connexions soient plus solides. On sait, un jeune qui a un TDAH, généralement, la mémoire de travail, la mémoire à court terme, à long terme, il peut avoir des difficultés à ce niveau-là. Donc, il ne faut vraiment pas négliger la répétition à plusieurs moments différents dans une semaine, pas sur une longue période de 2, 3 heures. De toute façon, en fin de journée, les enfants sont fatigués aussi. Donc, c'est vraiment de prioriser de courtes périodes de révision, mais le faire d'une façon vraiment plus régulière. Un conseil aussi que je pourrais vous donner par expérience pour avoir une enfant TDAH, au primaire, ce que je faisais, c'est que durant la semaine, c'était 15-20 minutes par soir, pas plus. De toute façon, c'était impossible de faire plus de devoirs que ça. Mais la fin de semaine, par exemple, on prenait un temps plus long pour réviser. Donc, des fois, ça peut être des petites stratégies comme ça. On ne peut pas toujours, puisque les examens sont placés à différents endroits. Cependant, ça peut être une stratégie qui peut bien dépanner. Donc, en révisant et en étudiant, le jeune arrive à réaliser plus rapidement une tâche à cause des connexions qui sont vraiment plus solides, qui sont vraiment plus fortes. À l'opposé,
en l'absence de stimulation ou de rappel, les connexions s'affaiblissent, l'enfant oublie et parfois on a vraiment l'impression, ben voyons, tu l'as vu en début d'année, l'enfant il s'en rappelle, mais vraiment plus parce qu'il n'y a pas eu de rappel, il n'y a pas eu d'exercice entre ces deux périodes-là. Donc, ça fait que l'enfant, c'est comme s'il avait oublié, puis la connexion neuronale, c'est comme effacée. Je vous présente une courbe qui est assez intéressante pour comprendre la rétention, qui est très visuelle pour comprendre la rétention de l'information. Lorsqu'un enfant apprend ou lorsqu'on apprend une nouvelle connaissance, il y a plus de 50% de l'information mémorisée qui est perdue en seulement 2 jours. Là, comme je vous disais tantôt, ça, c'est pour une population moyenne, neurotypique, sans problématique ou sans trouble d'apprentissage. Donc, on peut supposer que ça peut être un petit peu plus élevé ou pour une période un peu plus courte pour un enfant qui a un TDAH. Donc, la perte continue de diminuer même après 2 jours. Donc, c'est vraiment, vraiment important de réviser, de faire des rappels sur une base assez régulière pour éviter que les apprentissages se perdent ou, comme durant l'été, qui est ce qu'on appelle la glissade de l'été où l'enfant lit moins, fait moins de mathématiques, donc on arrive à l'automne, puis c'est un peu plus difficile. Moi, je vous dis, les enfants ont besoin de vacances, mais parfois, juste de lire, de continuer de lire durant l'été, ça maintient les acquis en lecture. Parfois, de jouer à des jeux de société, ça stimule la logique, le côté stratégie. Donc, c'est vraiment pas obligé d'être du scolaire, mais continuer de stimuler la zone logique, la zone du langage durant l'été pour éviter justement que l'automne soit vraiment plus difficile à ce niveau-là. Il y a la courbe de l'oubli, mais il y a aussi des solutions. Donc, je vous présente la courbe de Monsieur Ebengers. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. C'est un philosophe allemand qui, au 19e siècle, a été un peu un précurseur là, au niveau de la mémoire et des études qu'il a faites par rapport à, à la rétention d'informations. Donc, je vous ai présenté la courbe tout à l'heure là, qui disait qu'au bout de 2 jours, là, on perdait beaucoup d'informations. Lui, ce qu'il dit, c'est que pour retenir, ben, il faut continuer de faire des rappels. Donc, au bout d'une journée, c'est peut-être juste d'aller relire le concept, par exemple, s'ils ont vu l'air en mathématiques. C'est quoi donc l'air? Ah oui, c'est largeur fois longueur. Donc, de le rappeler un jour plus tard, une semaine plus tard, faire peut-être un petit numéro, un mois plus tard, 6 mois plus tard, puis en gardant ces acquis-là quotidiennement, ben, au bout de 6 mois, on n'a presque pas perdu d'informations. Donc, c'est sûr que dans le quotidien, ça peut être difficile de constamment faire des rappels, mais tu sais, une fois par semaine, OK, on va réviser les 3 concepts de français que tu as vus durant la semaine, les 3 concepts de maths. Et si à chaque semaine, il y a une petite révision de 15 à 20 minutes qui est faite, bien, on voit que ça a quand même un impact majeur à la fin de l'année quand on a des examens, je pense aux examens du ministère en quatrième année, en sixième année, secondaire 2, secondaire 4 et secondaire 5, où généralement c'est sur les notions de toute l'année. Ben, si on a fait des rappels à certains moments, on s'en sauve avec beaucoup moins d'études à la fin de l'année. Il part du principe que plus une information est répétée, ce que je vous disais tout à l'heure là, par rapport aux connexions neuronales, plus elle s'ancre dans la mémoire de l'apprenant. Donc, c'est quand même, moi, je suis au secondaire, donc cette courbe-là, je la montre à mes élèves et de dire que d'étudier à la dernière minute, ah oui, je vais étudier pendant 6 heures de temps la veille de l'examen, parce que si j'étudie trop d'avance, je retiendrai pas l'information, mais moi, je leur montre ce graphique-là, puis c'est au contraire. Tu étudies 6 heures la veille, c'est sûr que le lendemain, tu as tout oublié. 6 heures d'études en ligne, c'est vraiment très, très, très demandant. Généralement, au bout de 40 minutes, on perd vraiment beaucoup de concentration. Imaginez un jeune en fin de journée qui a un TDAH, c'est vraiment impensable et ça ne sera pas efficace. Donc, il n'y aura pas eu assez de répétition
pour que le cerveau puisse bien encoder l'information. Donc, c'est quand même une image là, qui peut être importante où on peut expliquer à l'enfant pourquoi c'est important de réviser, particulièrement en fin d'année quand il y a beaucoup de matière à revoir. Comment s'organiser? Donc, c'est sûr que à la partie d'avoir de bonnes stratégies, il y a la partie organisation. Généralement, les enseignants fournissent un calendrier, fournissent les dates d'évaluation. Donc, c'est quand même important là, de les mettre soit dans un calendrier mensuel, sur le frigo, dans l'agenda, si votre enfant a un agenda. Donc, moi, j'utilise deux planificateurs là, quand je rencontre mes jeunes pour les aider à s'organiser. J'utilise un calendrier mensuel. Ça permet de voir ce qui s'en vient. Puis j'utilise un agenda à la semaine pour vraiment séparer les notions que le jeune a à étudier à tous les jours. Donc, exemple, il y a 5 chapitres en histoire. Ben, le lundi, il fait le chapitre 1, je le mets dans l'agenda sur 7 jours. Mais sur le calendrier mensuel, on voit que son examen est la semaine prochaine. Donc, on voit que ça s'en vient dans 8 jours, par exemple. OK, ben c'est un chapitre par soir. Donc, moi, je joue avec ces deux planificateurs-là. Euh, il peut avoir aussi, là maintenant avec les téléphones cellulaires, il y a des agendas Google qui existent. Il y a plusieurs applications qui existent aussi pour l'organisation. J'ai quand même un petit bémol avec ces applications-là. Le temps d'écran, je vais vous en reparler après. Il y a beaucoup d'études qui sortent actuellement là, sur l'impact du temps d'écran chez les jeunes qui ont un TDAH et tout. Donc, je suis un peu réticente à utiliser ben ça c'est mon opinion personnelle, là, je suis un peu réticente à utiliser ces applications-là parce que c'est sûr que ça fait augmenter le temps d'écran quand le jeune est là-dessus. Un jeune qui est sur un cellulaire, ben, on sait qu'il peut facilement divaguer, s'en aller sur les réseaux sociaux, s'en aller sur d'autres applications. Donc, moi, je suis un peu vieille école, là, comme on dit. Donc, papier, crayon, calendrier mensuel, agenda sur une semaine. Mais comme je vous dis, pour quelqu'un qui fonctionne très bien avec les applications, il y en a plusieurs qui existent, qui fonctionnent sensiblement là, sur un agenda de 7 jours avec le mensuel et tout. Euh, Également, avoir ben, un espace où étudier. Donc, généralement, c'est un espace qui est loin des sources de distraction. J'ai mis cellulaire, télévision. Des fois, c'est la salle commune ou le salon, mais il y a d'autres enfants qui jouent. Le souper n'est pas fini, donc il y a quand même beaucoup de bruit. C'est sûr, il faut éviter les sources de distraction là, quand on veut bien organisé, là, son 20 ou son 30 minutes d'études. Donc, avoir un lieu loin des distractions et aussi avoir un endroit où on a tout le matériel à portée de main, crayon, calculatrice, cahier, feuilles, extra, pour éviter les allées et venues. Donc, de décrocher de son étude, d'aller chercher un crayon, de se remettre à la tâche, ça ajoute un effort cognitif. Puis, l'étude en fin de journée déjà est un effort supplémentaire. Euh, Si on peut s'éviter cette charge cognitive-là, ben, c'est sûr que ça maximise notre temps d'étude. Donc, stratégie d'étude, commencer d'avance. Là, c'est sûr, on est à la fin mai. Les examens du ministère, généralement, sont plus dans 2 semaines, 3 semaines pour le secondaire. Donc, théoriquement, l'étude, surtout au secondaire, devrait déjà avoir été commencée. Mais en le planifiant dans le calendrier, ben, c'est prévisible. Donc, pour des enfants pour qui c'est vraiment difficile de faire étudier à la maison, si on a fait le calendrier, qu'on a segmenté ce soir, on fait 20 minutes, puis on fait 20 minutes de tes temps de verbe, ben, c'est ça qu'on fait, c'est ça qui est annoncé.
puis on s'en tient au plan. Donc, ça peut désamorcer beaucoup de crises ou d'anxiété. C'est ce que je faisais avec ma fille. Donc, c'était vraiment très prévisible. Elle le savait, puis je dépassais pas le 20 ou le 30 minutes, là, tout dépendant ce qu'on s'était fixé au début. Comme je vous disais, après avoir fait le calendrier, on sait ce qu'on révise pour ce soir. Ben, c'est d'avoir le matériel en sa possession pour bien étudier. Je vous ai parlé tout à l'heure là, avec la courbe de l'oubli des révisions fréquentes et des répétitions. Donc, bon, pour les jeunes du primaire, tout dépendant là, de l'année, ça peut varier entre 20 et 30 minutes régulièrement, donc à tous les jours. Comme je vous disais, il y a toujours la stratégie d'en faire un peu plus la fin de semaine si notre enfant est vraiment très fatigué les soirs de semaine. Si l'étude, je pense aux jeunes secondaires, si l'étude doit être sur une plus longue période, ben, c'est de prévoir des pauses. Donc, comme au bout d'un 40 minutes, on peut aller boire de l'eau, aller aux toilettes, manger une petite collation, juste un petit 5 minutes, se dégourdir les jambes, puis se remettre au travail par la suite. Ce qui est ressorti beaucoup aussi dans les lectures que j'ai faites, c'est de diversifier les méthodes d'études. Donc, la diversification va faire en sorte que ben, ça va rendre les connexions plus fortes et c'est différentes portes d'entrée. Donc, les vidéos, c'est vraiment très visuel, très langagier, faire des schémas, des résumés. Étudier à deux. Il y a des jeux aussi qui existent. Il y a des jeux en ligne aussi. Ça peut faire partie du temps d'écran de votre enfant. OK, on est en période d'examen, mais je te donne un 15-20 minutes. Il y a des jeux qui existent là, sur AlloProf, sur plein de notions du primaire jusqu'au secondaire. Donc ça peut faire partie du temps d'écran et c'est différentes façons d'apprendre et de comprendre les notions. Donc, ça fait en sorte on les retient beaucoup mieux. Évidemment, je vais en reparler un peu plus tard, maintenir une bonne hygiène de vie pour tout ce qui est des habitudes de vie. Je vais vous parler du temps d'écran, du sommeil, de l'alimentation, du sport qui font partie d'une bonne hygiène de vie. Je vous ai mis ici quelques outils matériels que moi j'utilise soit dans mon bureau ou que j'ai utilisé par le passé avec ma fille. Il y a les anciennes fiches qu'on utilisait à l'époque là, de recettes ou qu'on mettait dans un petit classeur. Là, ça se vend au Dollarama. Donc, il y a différentes couleurs. J'ai vu aussi, et pour l'avoir testé, les couleurs et les schémas, de faire vraiment un résumé conceptuel aide beaucoup à la mémorisation. Donc, moi, ce que je faisais avec un jeune, je disais, OK, en mathématiques, ça va être des petits cartons bleus. Toutes tes formules vont être sur des petits cartons bleus, une formule par carton. C'est très bref, c'est très visuel. Une information, ça se retient beaucoup mieux. Puis chaque matière avait sa couleur. Donc visuellement, on sait que les maths, c'est bleu, on prend ce qui est bleu. Si c'est du français, c'est rose. Donc, on peut se faire un code de couleur de cette façon-là pour placer des cours résumés. Ça peut être des mots de vocabulaire aussi, un mot par fiche pour bien le photographier, pour bien le visualiser. J'utilise également des marqueurs de couleurs pour faire ce qu'on appelle des cartes mentales. Donc, les cartes mentales en lien avec un thème, par exemple, si je prends en mathématiques les fractions, on peut mettre le thème des fractions. OK, maintenant, dis-moi tout ce que tu as appris sur les fractions durant l'année. OK, j'ai appris addition, soustraction de fractions. J'ai appris à réduire une fraction. J'ai appris à mettre une fraction sur le même dénominateur. J'ai appris à comparer. Donc, tous les concepts reliés aux fractions peuvent être mis dans une carte mentale avec, OK, comment on additionne des fractions?
OK, tu m'écris en dessous. Donc, c'est très bref. On ne se perd pas dans des résumés à n'en plus finir. Ça peut être en univers social, en histoire. Je l'utilise vraiment beaucoup, la carte mentale. Tout ce qui est des causes, des conséquences. Donc, de vraiment bien, bien résumer et d'avoir en un coup d'œil l'information qu'on a besoin. Il y a également les post-it qui peuvent être intéressants, soit à mettre directement, soit dans les cahiers des élèves, par-dessus une information pour être sûr de bien la retenir, donc de le coller dans les cahiers d'activité ou dans le manuel ou dans un roman, par exemple. Donc, les post-it peuvent être utiles pour vraiment, en un coup d'œil, faire ressortir une information qu'on voulait retenir. Donc, ça, c'est mes outils de base, là, je vous dirais, là, pour bien, bien réviser. Ça prend pas énormément de choses. Donc, ça peut être aussi des feuilles blanches, là. Moi, la carte mentale, je la fais aussi à la main, là. Donc, des feuilles brouillons, on se fait un schéma et voilà. Donc, il y a aussi beaucoup d'autres matériels, par exemple, d'avoir des dés, 2 dés. On jette les dés, puis si l'enfant est en train d'apprendre des additions, on additionne. Juste le fait qu'il y ait des dés, ça rend ça un peu plus ludique. On peut faire la même chose avec des multiplications. Donc, on lance 2 dés, 5 fois 6. C'est sûr que couvre pas toutes les multiplications, mais pour faire une courte révision, ça peut être intéressant aussi. Le jeu Scrabble, qui est un jeu qui existe depuis très longtemps pour travailler l'orthographe. Donc, ça, c'est un autre jeu que vous pouvez utiliser pour jouer avec votre enfant. On n'a pas le choix d'aller vérifier dans le dictionnaire si notre mot est bien orthographié ou non pour avoir les points. Donc, moi, je sais que ça a été vraiment gagnant avec ma fille de jouer au Scrabble là, pour qu'elle puisse avoir le réflexe d'aller chercher dans le dictionnaire. Donc, il y a certains jeux de société qui peuvent aider à travailler, même si l'enfant n'a pas l'impression de travailler, mais il travaille quand même certains concepts scolaires. En faisant mes recherches aussi, j'ai découvert, je le faisais un peu informellement, mais il y a vraiment un nom à cette technique-là. C'est la technique je sais pas si je le prononce comme il faut, Feynman, donc qui consiste à demander à son enfant premièrement, de réviser la notion, le concept, mettre ses livres de côté, puis après ça, de lui dire, OK, ben là, c'est toi le professeur. Donc, tu dois m'expliquer ce concept-là. Donc, ton explication, ça doit être simple, c'est dans tes mots, comme si tu l'enseignais à un de tes amis qui était absent cette journée-là. Euh, Par la suite, on voit, OK, ben ouais, ça manquait un peu de qu'est-ce que tu voulais dire quand tu voulais dire ça? Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Donc, on précise, peut-être qu'il y a certains des explications qui demandent des clarifications ou c'est moins clair. Donc, après ça, on retourne dans les cahiers ou dans les notes de cours ou peu importe pour aller consolider puis clarifier certains points. Après, on revient à l'étape 1. Donc, OK, là maintenant, on s'est ajusté. Comment tu me le réexpliquerais maintenant de façon plus claire? Donc, puis là, si l'enfant, ben, c'est expliqué, que ça va très bien, mais on peut passer au concept suivant. Sinon, ben, on répète les autres étapes. On retourne voir dans les notes, on regarde ce qui manquait, ce qu'il devait dire, et par la suite, on recommence. La séquence. Donc ça, c'est une autre méthode. Pour ça, je vous en propose quand même beaucoup aujourd'hui parce que la diversifier aussi, ça aide à maintenir la motivation. On sait qu'en fin d'année scolaire, il y a une fatigue qui est installée, les enfants sont moins motivés, il fait beau, ils veulent plus étudier. Donc, d'arriver avec des techniques un peu différentes, ça peut susciter l'intérêt et ça peut tenter de maintenir une certaine motivation. Donc, l'hygiène de vie, ben, je vous en ai parlé tantôt. Dormir suffisamment. Je vais vous présenter
un tableau avec le nombre d'heures de sommeil selon l'enfant. Il a été démontré aussi qu'il faut arrêter les écrans 2 heures avant le dodo. Donc, un enfant qui se couche à 7h30, ben, à partir de 5h30, ne devrait plus avoir d'écran. La télévision ou le cellulaire, ce sont des stimulants, particulièrement le cellulaire. Là, on sait que la lumière bleue stimule énormément le cerveau, qui après ça, même comme chez les adultes aussi, on a de la difficulté après avoir été longtemps sur notre cellulaire à avoir une période de transition qui nous amène au sommeil. Donc, et les écrans aussi, là, par jour, là, c'est sûr, il y a beaucoup de choses d'études qui sortent en ce moment. Ça devrait pas être plus de 2 heures par jour, jeux vidéo, cellulaire, télévision. Euh, Quand il fait pas beau, ça aide pas, là, mais c'est environ ce qui est recommandé. Parce qu'après ça, on peut tomber dans une espèce moi je le constate beaucoup chez les ados, là, ça peut avoir un gros impact sur la motivation scolaire parce que aller à l'école, ça demande de faire un effort. On doit se concentrer. On doit trouver des idées. Donc, cognitivement, notre cerveau doit se forcer à travailler. Quand les jeunes passent beaucoup d'heures sur les réseaux sociaux à regarder des vidéos, à pas avoir à faire d'efforts, à être stimulé par des images sans cesse, ben, le cerveau va devenir un peu paresseux. Là, je vous l'explique très simplement. Et donc, quand le jeune va arriver pour lire, réviser, ah, je suis fatiguée. Ah, ça me tente pas. Ben non, c'est sûr parce que tu as été 5 heures à pas stimuler ton cerveau. À tous les jours, si on passe beaucoup de temps, ben c'est ce que ça crée chez les élèves. Et donc, faire un effort, ben ça devient difficile. Et là, la motivation, souvent, ça, la motivation baisse énormément. Donc, et là, ça, de plus en plus d'études le démontrent. Là, c'est pas pour rien qu'il y a une loi qui a été passée pour l'interdiction du cellulaire là, à l'école. Donc, dès la prochaine rentrée scolaire, les cellulaires seront interdits. Donc, il y a un impact à court terme au niveau du sommeil, mais aussi on a un impact à plus ou moins long terme au niveau de la motivation, au niveau de se mettre à la tâche. Et ben, pour un jeune qui a un TDAH, déjà, l'école, oui, c'est un effort, mais pour un jeune qui a un TDAH, ça peut être un effort supplémentaire. Si le jeune est beaucoup sur l'écran, ça va être c'est encore pire après ça de se remettre à la tâche, à l'étude, au travail et de rester motivé après avoir été surstimulé par les jeux vidéo. Le petit déjeuner, ça, tu sais, on en parle souvent, ben, tu sais, notre cerveau a besoin d'eau, notre cerveau a besoin de nutriments pour apprendre, donc vraiment important d'avoir un bon déjeuner là, avant de partir pour l'école, d'avoir des bonnes collations également, yogourt, fruits, fromage, craquelin, surtout si les examens sont en après-midi, donc d'avoir un lunch avec des bons aliments. Bien s'hydrater, il commence à faire chaud aussi, donc d'avoir une bouteille d'eau. La plupart là, des écoles permettent la bouteille d'eau, donc vraiment de bien s'hydrater tout au long de la journée. Et évidemment, bouger. Faire du sport, c'est vraiment encouragé. Donc, soit avant la période de devoir, d'avoir un petit 15 minutes, OK, tu peux aller jouer dehors. Après ça, on étudie un 20 minutes ou ça peut être en récompense si c'est pas trop tard dans la soirée, de dire, OK, on fait notre 20 minutes d'études, puis après ça, je te permets d'aller jouer dehors ou d'aller bouger ou d'aller faire de la bicyclette ou de la trottinette peu importe, mais c'est vraiment important là, pour le cerveau, pour l'oxygène aussi, d'avoir cet équilibre-là.
en fin d'année, mais comme je vous dis, tous ces trucs-là peuvent être mis en place dès la rentrée scolaire également. Je vous ai mis ici un article sur Alloprof. J'aime beaucoup le site Alloprof. C'est vraiment, ça contient beaucoup, beaucoup d'informations. Il y a des articles, il y a des jeux éducatifs, il y a des vidéos sur les concepts étudiés du primaire au secondaire. Donc, je vous ai mis un article ici, là. Je pourrais partager la présentation à Francine par la suite. On pourra voir de quelle façon elle pourrait être diffusée. Donc, cet article-là, je vais juste vous le montrer brièvement. Donc, améliorer la mémoire, je vous en ai parlé, favoriser la concentration, je trouve que c'est assez bref, permet une meilleure gestion des émotions, l'estime de soi, donc ça couvre un peu plus large que ce que je vous ai parlé ce soir, favoriser l'organisation. Donc, c'est vraiment des petits trucs, des petits trucs éclairs pour, je vais tenter de, voilà, je vais tenter de revenir. Donc, des petits trucs pour les saines habitudes de vie. Donc, je vous présente ici le tableau sur les heures de sommeil. Évidemment, ça varie, ça peut varier là, d'un enfant à l'autre. Il y a des enfants qui dorment plus, il y a des enfants qui dorment moins. Donc, au niveau préscolaire, là, de 3 à 5 ans, la moyenne varie entre 10 et 13 heures. Certains enfants font encore des siestes à la garderie ou la fin de semaine. Euh, Au primaire, généralement, c'est entre 9 heures et 11 heures de sommeil. Au secondaire, entre 8 heures, 10 heures, on peut voir à certaines phases de l'adolescence où ça peut aller jusqu'à 12 heures, tout dépendant là, de votre jeune. À l'âge adulte, on voit qu'on a besoin un peu moins de sommeil, quoiqu'il y a des adultes aussi qui ont encore un grand besoin de sommeil. Donc, vraiment important là, de respecter les heures de sommeil suggérées pour que, toute l'information emmagasinée dans la journée puisse bien se déposer en mémoire. C'est ce que le sommeil favorise. Et aussi pour vraiment bien reposer le corps et le cerveau pour bien commencer une nouvelle journée, là, puis pouvoir se rendre jusqu'à la fin de la nuit. Le soutien parental, évidemment, ben, c'est chez les jeunes du primaire, c'est quand même un peu plus évident. Le parent est quand même impliqué dans la révision, dans les devoirs, dans les leçons de façon plus quotidienne. Mais chez les ados, tranquillement, on laisse une certaine liberté, on fait confiance, le jeune gagne en autonomie, mais c'est quand même de s'impliquer dans le quotidien de votre enfant, de lui suggérer, même s'il est au secondaire, as-tu besoin d'aide? Est-ce que quand tu as fini d'étudier, tu as le goût de me, me, me dire ce que tu as appris, essayer de résumer, donc que votre jeune sente que vous êtes là pour lui. Miser sur les efforts et dédramatiser les échecs. On est dans une société de performance, on est dans une société où on veut réussir énormément, mais faut savoir que l'échec fait partie de l'apprentissage également. C'est sûr qu'il y a des échecs à répétition. On peut se poser des questions on peut se poser des questions sur soit les méthodes d'études, soit est-ce qu'il y a un trouble d'apprentissage, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que mon enfant n'est pas capable de performer lorsqu'il est évalué. Ça peut être l'anxiété et tout ça, mais d'avoir un échec une fois, ben je trouve que c'est constructif. Donc, de revenir sur cet échec-là avec votre enfant, de dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai trouvé que les questions étaient vraiment difficiles. Est-ce que tu étais assez préparé? Est-ce que tu comprenais bien les notions? Est-ce que tu es allé en récupération? Donc, ça amène une discussion pour voir, ben, c'est quoi la solution les prochaines fois. Tu vas avoir un examen en mathématiques sur les fractions. Qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois? Ben, je vais poser des questions en classe. Je vais aller au récup. Donc, déjà, on est en mode solution pour la prochaine évaluation. Donc, avoir un échec
une fois de temps en temps. Ça fait juste, je trouve, recalibrer, rebalancer l'apprentissage. Ben, je pensais que ça allait bien, puis j'ai pas passé autant de temps à réviser. Ah, OK. Mais tu vois que ça a eu un impact sur ta note. Donc, moi, je trouve que c'est quand même constructif. Moi, ma fille, elle a commencé le secondaire, puis début de l'année, je la suivais un peu plus serrée, puis elle me dit, ah, mais ça va, maman, là, j'étudie, puis je vais être correcte. Ben, évidemment, il y a quand même eu un échec en cours de route, mais la discussion, ça a été OK. Mais là, mais j'avais étudié. OK, mais tu as étudié comment? Fait que là, elle m'a parlé. Donc, on a pu échanger. Puis, la dernière fois, ce qu'on a fait, c'est qu'elle a étudié sur plusieurs petits moments au lieu d'un seul gros moment, même si je suis orthopédagogue, ma fille ne veut pas toujours m'écouter. Puis, ben, ça a vraiment eu un impact sur sa note. Donc, après ça, on peut faire un retour puis dire, ben là, regarde, tu as changé ta méthode d'étude ou tu as fait des ajustements, mais ça a eu un bel impact sur ta note. Donc, je pense que ça, c'est une stratégie gagnante pour toi. Donc, ça ouvre la discussion. Moi, je trouve ça quand même très constructif. Établir une relation d'écoute et de soutien, c'est sûr, des fois, c'est pas toujours évident dans le quotidien, avec le souper, il y a d'autres enfants, mais si on peut avoir un moment, ça peut être avant le dodo, ça peut être dans l'auto quand on va le chercher au service de garde ou à l'école, d'avoir un petit moment d'écoute, comment s'est passée ta journée, est-ce que ça a bien été, donc de sentir qu'on a peut-être ça, c'est un 5-10 minutes pour échanger brièvement de façon privilégiée là, avec son enfant. Soutenir son enfant dans sa planification et son organisation. Donc, au primaire, généralement, c'est quand même assez présent. Au secondaire, parfois, on a tendance à dire, ah ben là, sont grands, ils vont être capables, mais c'est pas tous les enfants qui ont de bonnes stratégies de planification et d'organisation. Un jeune qui a un TDAH, on sait que ça a un impact sur les fonctions exécutives. Puis les fonctions exécutives, ben, c'est justement planifier, s'organiser, on est en plein là-dedans, donc les jeunes qui ont un TDA peuvent avoir, même au secondaire, avoir encore besoin de soutien. Puis il y a des adultes qui, plus tard, ont encore besoin d'un certain soutien ou d'un certain coaching. Donc, faut pas penser que rendus au secondaire, ils sont capables, que tous les jeunes sont capables de bien planifier et bien de s'organiser. Certains ont besoin qu'on modélise avec eux, qu'on prenne le temps de bien organiser, d'avoir un calendrier visuel, les outils que je vous ai présentés tout à l'heure. Ce qui est important, ben, tu sais, on dit miser sur l'effort et souligner les bons coups. Les bons coups, c'est pas juste des 90% ou des A. Si on sait que notre enfant, c'est vraiment plus difficile en mathématiques, le fait qu'il y ait eu 65, ben, ça peut être un bon coup. On connaît notre enfant, on connaît les efforts qu'il a fournis, on connaît son potentiel également. Donc, je pense que de soutenir les bons coups, d'avoir un petit mot dans la boîte à lunch. Je sais que tu as ton examen aujourd'hui. Prends ton temps, prends une respiration. D'avoir juste un petit mot. C'est juste de sentir que le soutien parental est là, même quand le parent n'est pas là, pour favoriser également le discours interne là, du jeune là, qui est en construction. Je vous ai mis quelques ressources intéressantes. Donc, je vous ai mis les ressources d'Alloprof, l'Institut des troubles d'apprentissage. Même si votre jeune n'a pas nécessairement un trouble d'apprentissage, il y a quand même beaucoup d'articles très brefs, très simples à comprendre, des stratégies de révision, les devoirs et leçons. Donc, vraiment un site intéressant là, pour des ressources pour des parents. Je vous ai également mis la référence pour la courbe des Bangers avec plus d'explications là, pour si vous voulez aller lire. Donc, ben voilà, moi, ça fait le tour de ma présentation. Donc, je sais qu'on est un petit peu d'avance, mais on peut quand même passer à la période de questions, Francine.